Maintenant, nous allons entamer la 4e leçon qui s'intitule « Modèle de probabilité dans le cas discret ». Je crois que depuis les 3 leçons que nous avions vues jusqu'à maintenant, nous avions compris qu'il y a toujours une distinction entre des données discrètes et des données continues. Et donc, chaque type de données a son propre traitement. Et alors, dans cette 4e leçon, nous allons plutôt nous intéresser au cas discret. Alors, dans cette leçon, comme d'habitude, nous allons d'abord commencer par une petite introduction et en même temps donner la définition, donc introduction-définition, la définition du modèle dans ce cas discret. Puis par la suite, nous allons parler de modèle de probabilité a priori. Qu'est-ce que ça veut dire a priori? Ça veut dire que quelque chose que nous n'allons pas élaborer à partir tout simplement des données, mais quelque chose que nous allons adopter à partir d'un sentiment, à partir d'expériences précédentes ou à partir de connaissances du phénomène à l'étude. Alors, commençons par le premier paragraphe, introduction et définition. Un tableau similaire à un tableau de fréquence, avec la probabilité d'un événement élémentaire à la place de la fréquence, permet de calculer la probabilité de tout événement. Dans le passé, nous avions vu ce que c'était un tableau de fréquence pour le cas discret. Nous prenons une ligne ou une colonne sur laquelle nous reportons les valeurs possibles et parmi les données, nous reportons sur l'autre ligne les fréquences, que ce soit absolue, donc effective ou relative, de chacune de ces fréquences. Maintenant, le tableau qui est visé, celui que nous voulons établir ici, ce n'est pas un tableau de fréquence, mais c'est un tableau similaire, mais dans la deuxième ligne ou deuxième colonne, selon la représentation, ce qui va apparaître, ce sont plutôt les probabilités et non pas les fréquences. Alors, ce tableau définit ce qu'on appelle un modèle de probabilité. On parle aussi d'une distribution de probabilité qui va ressortir de ce tableau. Donc, le tableau de fréquences, avec les fréquences remplacées par les probabilités, sera dit un modèle, ou définira plutôt un modèle de probabilité. On a vu dans le chapitre précédent que la probabilité d'un événement peut être obtenue comme valeur limite dont on suppose l'existence de sa fréquence relative. Cette façon d'approcher une probabilité est dite empirique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire empirique? C'est-à-dire, nous avons un événement élémentaire, c'est-à-dire une valeur, un ensemble contenant une valeur parmi les valeurs possibles. Nous avons sa fréquence et nous avions déjà vu que si le nombre d'observations devient de plus en plus grand, cette fréquence aura tendance à se stabiliser aux alentours d'une valeur limite que nous avions appelée probabilité. Eh bien, si on fait ça, événement élémentaire par événement élémentaire, le tableau de fréquence deviendra un tableau de probabilité à la limite. Et avec cette façon-là, bien évidemment, la limite dont nous parlons ici, on en supposera l'existence. Donc c'est plus ou moins théorique, mais ce qui est rassurant, c'est que bien que cette valeur limite n'est pas connue à l'avance, quand on a un nombre d'observations suffisamment grand, on sait qu'on n'en est pas trop loin de cette valeur limite. Et alors, cette façon d'approcher les probabilités, on l'appellera empirique parce que ce n'est pas du tout à partir d'un modèle théorique, mais c'est plutôt à partir des données dont on dispose. Et alors, plus le nombre de données est important, plus l'approche ou l'approximation est fiable. Alors, néanmoins, dans beaucoup de cas, on peut supposer un modèle de probabilité a priori, avant même la réalisation d'observations.
Donc, si dans l'approche empirique, c'est les observations qui constituent le point de départ pour établir le modèle, ici, ce que nous allons proposer, c'est plutôt un modèle théorique, mais qui ne doit pas être loin du vrai modèle ou qui doit être, dans la mesure du possible, le vrai modèle que nous cherchons. Et donc, on l'appellera un modèle a priori, puisqu'on va l'adopter, pas sur la base uniquement des données, mais sur la base d'un certain nombre de connaissances dont nous disposons sur le phénomène que nous sommes en train d'étudier. Alors, ce modèle sera basé sur certaines connaissances de la nature du phénomène à observer. Donc, d'abord, le point de départ, c'est l'intuition et le bon sens. Si on a des connaissances qui proviennent d'expériences précédentes et qui nous permettent de savoir quelque chose sur la distribution des données, ça veut dire qu'il y a certaines valeurs qui sont très peu probables, donc ils ont peu de chances d'apparaître, d'autres qui sont plus probables, ou des valeurs qui sont de même probabilité, enfin de même chance. Dans ce cas-là, je crois que nous pouvons adopter ce qu'on appelle un modèle a priori, qui n'est pas basé dès le départ sur les données, mais plutôt sur ses connaissances. Et il peut avoir lieu quand on est en train d'étudier un phénomène médical ou biologique, et dans ce cas-là, des spécialistes dans le domaine peuvent nous aider à élaborer ce modèle parce que eux, ils savent où est-ce qu'on trouverait les valeurs les plus fréquentes, où est-ce qu'on trouverait les valeurs les moins fréquentes, et éventuellement une certaine structure de la distribution de ces données. Et c'est, après tout, le modèle de probabilité que nous sommes en train de rechercher. Alors, modèle de probabilité a priori. Donc, l'adoption d'un modèle de probabilité a priori est illustrée dans les exemples suivants. Donc, nous allons commencer par un premier exemple, puis on en verra d'autres pour illustrer la base sur laquelle nous allons nous appuyer pour faire un tel choix. Alors, dans une expérience, on jette un dé dont les faces sont numérotées de 1 à 6. Donc, nous avons un cube dont les faces sont numérotées de 1 à 6, et l'expérience consiste à en faire une lancée. Et donc, nous allons nous intéresser à la face supérieure qui va apparaître et au numéro de cette face. Alors, voilà le genre d'hypothèse plus ou moins raisonnable que nous allons faire. Si on admet que ce dé est un cube presque parfait et homogène, on peut supposer que dans une lancée, les 6 faces ont la même chance d'apparaître. Donc, la première hypothèse à supposer pour arriver à cette même chance d'apparition de chacune des faces, c'est que d'abord, le cube est un véritable dé, plus ou moins, parce que de toutes les façons, le parfait n'existe pas. Et c'est pour ça que j'ai employé le mot presque parfait. En plus du fait que ce dé a la structure d'un cube, il faut qu'il soit aussi constitué de manière homogène. Homogène, ça veut dire qu'il n'y a pas un côté qui a une densité ou qui semble être plus lourd qu'un autre pour finalement favoriser une face ou plusieurs faces. Alors, en se basant sur ces deux hypothèses, je crois que nous n'avons aucun mal à supposer que les 6 faces ont la même chance d'apparaître dans cette lancée. Et alors, l'ensemble des événements élémentaires, on aura 1, 2, 3, 4, 5 et 6. C'est tout à fait naturel, puisque nous avions supposé que les faces seront numérotées de 1 à 6. Ces événements sont équiprobables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la probabilité de chacune de ces éventualités, c'est 1/6. La probabilité, c'est 1/6, et ceci pour toutes les faces possibles. On est donc en mesure de calculer la probabilité de tout événement à partir de ceci, puisque là, on a tout.
on peut maintenant avoir un tableau ou un modèle de probabilité avec la première ligne contenant 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais la deuxième ligne sera tout simplement un sixième partout, et ça nous fera un modèle de probabilité qui nous permettra de calculer la probabilité de tout événement. Exemple 2, une expérience consiste à jeter simultanément 2 dés cette fois-ci. Supposé parfait, 5 fois. Ici, les données sont bivariées, puisque les résultats, c'est les résultats de 2 dés simultanément. Dans cet exemple, les possibilités du lancer sont représentées par un 1, ça veut dire que dans la lancée des 2 dés, on a la face 1 pour chacun des cubes, et un 6, 6, 1 et ainsi de suite. Elles sont en nombre de 36. Donc si on compte ces nombres de possibilités, on trouvera 36 possibilités. Ayant supposé que les cubes sont presque parfaits, et donc les chances d'avoir un sixième, chacune des faces est un sixième, on peut dire maintenant que ces différentes possibilités sont toutes équiprobables, et donc la probabilité de la réalisation de chacune de ces possibilités est 1 sur 36. Ce modèle de probabilité nous permet de nouveau de calculer la probabilité de tout événement. Donc, maintenant, nous pouvons avoir un tableau à 36 colonnes avec une première ligne contenant les différentes possibilités qui sont des couples, et au-dessus de chaque possibilité, nous avons un 36 partout, parce que nous avons l'équiprobabilité de tous les événements élémentaires. Alors, prenons un exemple. L'événement 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6 signifie que les deux faces obtenues dans une lancée ont le même numéro. Et cet événement a pour probabilité 6 sur 36. Alors, d'où vient ce nombre? Ce nombre n'est rien d'autre que le rapport entre le nombre de cas favorables, qui sont au nombre de 6, et le nombre de cas total, qui est 36, comme on l'a déjà vu auparavant. Donc finalement, la possibilité d'avoir, si vous voulez, la même face qui apparaît dans une lancée, pour les deux cubes simultanément, c'est 6 sur 36, ou encore 1 sixième. Alors, un exemple 3, maintenant, nous allons prendre une urne qui contient 7 boules. Les 7 boules sont 3 rouges, numérotées de 1 à 3, et 4 noirs, numérotées de 4 à 7. On décide de faire 2 tirages aléatoires avec remise. Qu'est-ce que ça veut dire ça? On va aller vers l'urne qui contient 7 boules, et on va mélanger les boules, prendre une boule au hasard, la remettre dans l'urne, puis reprendre une deuxième boule, une deuxième fois, qui pourrait être la première, qui est déjà sortie, puisque nous allons la remettre dans l'urne. Les possibilités, c'est 1, 1, 1, 2, 1, 7, 7, 1, jusqu'au 7, 7, et nous pouvons donc voir que c'est 7 fois 7, donc 7 au carré, le nombre de possibilités. Et alors, encore une fois, les différentes possibilités sont équiprobables, et la probabilité d'obtenir une possibilité est 1 sur 49, 1 sur 7 au carré. Ceci sera utilisé pour calculer la probabilité de quelques événements. Donc, en fait, c'est pour calculer la probabilité de tout événement, mais ici, nous pouvons nous limiter à quelques événements. Alors, l'événement A, c'est obtenir 2 boules rouges. Les 2 boules qu'on a obtenues sont rouges. Alors, la réalisation de A est la réalisation de l'une des 9 possibilités dans l'ensemble. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1 et 3, 3. Alors, ici, on ne voit, que ce soit dans la première position ou dans la deuxième, on ne voit que des chiffres de 1 à 3, parce que c'est cela qui se réfère à une boule rouge. De 4 à 6, à 7, plutôt, se réfère à une boule noire. On assimile A à cet ensemble. Donc l'événement A, on va l'assimiler à l'ensemble de ces possibilités. Et donc, P de A
c'est 9 sur 49. De la même façon que tout à l'heure, 9 c'est le nombre de possibilités qu'on a ici, et 49 c'est le nombre de possibilités totales. Alors, l'événement B, c'est obtenir une boule rouge suivie d'une boule noire. Dans ce cas-là, B, il est décrit de cette façon. Dans la première position, il y a toujours un chiffre de 1 à 3, et dans la deuxième, un chiffre de 4 à 7, puisqu'on parle d'une boule rouge suivie d'une boule noire. Et alors, P de B, on peut toujours, comme d'habitude, calculer le nombre de possibilités sur le nombre de possibilités totales, et ça nous donnera ceci. Et je préfère l'écrire sous cette forme, parce que je vais l'exploiter plus tard. L'événement C, c'est obtenir une boule noire suivie d'une boule rouge. Donc, c'est l'inverse de l'événement précédent. Et on le calcule de la même façon. Et ce n'est pas la peine de revenir sur les détails. Ce que nous obtenons, c'est à peu près la même chose. C'est exactement la même chose. 3 sur 7 fois 4 sur 7, ou encore 12 sur 49. L'événement D, c'est obtenir une boule rouge et une boule noire, sans vraiment parler de l'ordre. Alors si avant on a parlé d'une boule rouge puis une boule noire, et une boule noire puis une boule rouge, ici on s'en fout de l'ordre, on parle plutôt d'une boule rouge et d'une boule noire, peu importe celle qui arrive en premier et celle qui arrive en second. Et dans ce cas-là, la probabilité de cet événement, ce n'est rien d'autre que la probabilité d'événement où on avait une boule rouge d'abord puis une boule noire, plus la probabilité qu'on avait d'abord une boule noire puis une boule rouge. Donc c'est deux fois les probabilités qui étaient les mêmes que nous avions calculées tout à l'heure. Alors, l'événement E, c'est obtenir simultanément deux boules noires. Et alors, encore une fois, on peut énumérer les possibilités, et dans ces possibilités, les chiffres, on ne verra que 4 jusqu'à 7 et pas 1 jusqu'à 3, parce que 1 jusqu'à 3 concerne plutôt les boules rouges, et la probabilité de E sera calculée facilement, et on aura 4 sur 7 au carré. L'événement F, c'est obtenir au moins une boule rouge. La probabilité de F, c'est la probabilité de A plus la probabilité de D. Alors, pourquoi cela? Tout simplement parce que obtenir au moins une boule rouge, ça veut dire obtenir une boule rouge ou obtenir deux boules rouges. Donc une boule rouge et une boule noire dans n'importe quel ordre, ou une boule ou deux boules rouges. Et donc finalement c'est l'addition des probabilités de ces deux événements, et ça nous donne cette formule qui est reprise à partir des formules que nous avions calculées pour P de A et pour P de D. Et alors le résultat final c'est 33 sur 49. Nous pouvons aussi remarquer que le P de F, au lieu de calculer comme étant la somme de P de A plus P de D, et que F, c'est en fait le complémentaire de E. Et donc, P de F, c'est 1 moins P de E. Le contraire d'obtenir au moins une boule rouge, c'est obtenir uniquement des boules noires. Donc, deux boules noires, et c'était le E. Donc, le P de F sera calculé de cette façon. Et nous avions déjà vu que P de E, c'était 4 au carré sur 7 au carré. Et ça nous donne 33 sur 49. Alors, maintenant, après avoir calculé les probabilités de chacun de ces trois événements, nous pouvons voir que parmi les événements A, D et E, de probabilités respectives 3 septièmes au carré, 2 fois 3 septièmes fois 4 septièmes, 4 septièmes au carré, le plus probable est D. Et le moins probable est A. Moi, je crois que ce résultat-là, bien qu'on ne peut pas le voir de manière chiffrée, on pouvait s'y attendre parce que, d'abord, la structure de l'ur, il est un petit peu déséquilibrée. Il y a plus de boules rouges, de boules noires, que de boules rouges. Les boules noires sont en nombre de 4 et les boules rouges sont en nombre de 3. Et que finalement, c'est les chances d'obtenir deux boules rouges à la fois qu'ils sont les moins probables. Alors, ce modèle peut être généralisé au cas de n tirages avec remise. C'est-à-dire, au lieu de ne faire que 2 tirages avec remise, on peut décider d'en faire 10, 20, 30, et ce nombre, au lieu de lui attribuer une valeur, on préfère le noter n pour laisser la porte ouverte à toutes les possibilités. Alors, en partant de ce fait, si j'ai
est l'événement qui signifie l'obtention de K boules rouges et donc de N moins K boules noires. Si on obtient K boules rouges, dans N tirages, il nous reste N moins K boules noires à obtenir. Alors, la formule, la façon avec laquelle j'ai arrangé les probabilités tout à l'heure, c'était en vue d'arriver à une telle formule que nous pouvons vérifier très facilement en prenant un n fixe et un k fixe. Donc tout à l'heure, notre n est égal à 2, mais là, nous pouvons prendre plus que 2 et voir que finalement, ces formules-là ne font que généraliser les probabilités que nous avions obtenues. Mais un petit mot quand même à dire sur cette formule, parce que bien qu'on peut la vérifier à partir du cas simple que nous avions évoqué, nous pouvons voir que si maintenant on fait n tirages, donc nous nous intéressons aux chances d'avoir K boules rouges parmi ces n tirages. Alors, ce nombre-là, que je note dans la suite C indice NK, ce nombre-là, c'est en fait, une fois qu'on a obtenu K boules rouges, ils vont occuper certaines positions parmi les n positions possibles, parce que nous avons n tirages. Et alors, le nombre de possibilités d'occupation de positions est représenté par ce nombre, qui est bien connu, c'est ce qu'on appelle choisir K parmi n, le nombre de possibilités de choisir K parmi n. Maintenant, ce nombre-là, on voit bien que le 3 est associé à la boule rouge et le 4 est associé à la boule noire, puisque dans l'urne, nous avons 3 boules rouges et 4 boules noires. Et comme le K, c'est le nombre de boules rouges auquel nous nous intéressons dans cet événement, c'est la puissance km de la probabilité d'avoir une boule rouge. Puis maintenant, pour la probabilité d'avoir une boule noire, c'est la puissance n-k qui reste, puisque de toute façon, si on a k boules rouges, il nous reste obligatoirement à avoir un n-k boules noires. Donc, nous avons cette formule qui maintenant généralise le modèle que nous avions vu dans le cas particulier et qui va permettre de calculer la probabilité de tout événement. Et alors, nous pouvons maintenant, pour les différentes valeurs de K, dresser un tableau de probabilité sur lequel, pour chaque cas, on reporte cette valeur qui sera la probabilité de la réalisation de ce cas, donc l'obtention de K boules rouges parmi n tirages dans ce modèle. Alors, bien évidemment, nous pouvons inverser les choses et nous intéresser à n-k boules noires, mais ça revient au même, on obtiendra exactement la même formule, et là, vous pouvez voir que si nous nous intéressons à n-k boules noires plutôt qu'à k boules rouges, ces deux valeurs, on va les retrouver automatiquement, mais ici, si on échange k avec n-k, cette valeur serait la même, il ne changera pas, donc c'est équivalent de nous intéresser à k boules rouges parmi n ou à n-k boules noires parmi n, c'est exactement la même probabilité, et heureusement, parce que sinon, il y aurait un problème dans ce modèle. Alors, maintenant, un exemple 4. Dans cet exemple, on a un cercle de rayon 1, est partagé en 8 arcs égaux, notés A1 jusqu'à A8. On fait tourner une flèche fixée au centre de ce cercle, de manière tout à fait aléatoire. Donc, ici, ce qu'on propose, c'est un dispositif expérimental qui est constitué par une roulette, je l'ai appelée cercle, au centre de laquelle il y a une flèche qui est fixée, et on fait tourner la flèche de manière tout à fait aléatoire, c'est-à-dire qu'elle aura la possibilité de s'arrêter là où il veut, il n'y a aucun trucage pour la bloquer où que ce soit. Nous pouvons aussi faire le contraire. Nous pouvons avoir un dispositif avec une flèche fixe et faire plutôt tourner la roulette, mais je crois que l'expérience est équivalente, donc il n'y a pas de différence entre faire tourner la flèche
sans toucher au cercle, ou faire tourner plutôt le cercle sans toucher à la roulette. Après tout, ce qui nous intéresse, c'est plutôt les arcs que nous avions définis sur ce cercle et que nous avions appelés A1 jusqu'à A8. Mais il faut quand même noter que ces arcs-là doivent être choisis de telle sorte qu'elles soient égaux. Alors, on note I, l'événement qui signifie que la flèche s'arrête face à l'arc AI. Donc 1, c'est l'événement qui signifie que la flèche s'arrête face à l'arc A1, le premier arc qu'on a choisi sur ce cercle. Alors, du fait que chaque arc représente le 1/8 du cercle, on peut donc dire que la probabilité de I, c'est-à-dire les chances que notre flèche s'arrête face à l'arc AI, est 1/8 pour différentes valeurs de I entre 1 et 8. Alors, dans les exemples 1, 2 et 4, le modèle de probabilité résulte de la structure du dispositif utilisé pour obtenir une observation. La structure du dé, par exemple. Alors, je répète, le modèle que nous avions adopté dans ces 3 exemples était basé sur la structure du dispositif expérimental. Alors, dans l'exemple 3, le modèle découle de la constitution de la population en termes de proportion de boules rouges et de boules noires. Donc finalement, les probabilités que nous avions obtenues pour définir sur les modèles étaient basées essentiellement sur 3/7 et 4/7. Mais les 3/7 et 4/7 viennent tout simplement du fait que 7, c'est le nombre de boules totales dans l'urne, 3, c'est le nombre de boules rouges dans l'urne, et 4, c'est le nombre de boules noires dans l'urne. Donc c'est cette structure qui a fait que nous avions obtenu ce modèle. Et alors, si on modifie cette structure pour finalement remplacer les 4 boules noires par 7 ou 10, on aura un modèle similaire, basé sur la même idée de cette répartition de boules rouges et de boules noires, et on aura des probabilités qui sont calculées tout simplement à partir de ces 3 chiffres, nombre de boules totales, nombre de boules rouges et nombre de boules noires. Donc le modèle sera calculé exactement de la même façon, et le point, si vous voulez, de base, ou le fondement de ce modèle, c'est tout simplement la structure. Je ne passerai pas ce modèle sans faire un petit commentaire, parce que cet exemple-là peut sembler très singulier, puisque les statistiques ne se limitent pas à une théorie de jeu. En général, nous traitons des problèmes beaucoup plus sérieux que ça, bien que la théorie de jeu peut être aussi intéressante. Mais ceci a été simplifié tout simplement pour l'objectif de la facilité de la compréhension. Mais nous pouvons maintenant, à la place de cette urne contenant 3 boules rouges et 4 boules noires, imaginer une population beaucoup plus large. Et finalement, dans cette population, on aura 2 proportions. Une proportion, disons, de personnes ayant un niveau d'instruction universitaire, représenté par les 3/7 de la population, et une proportion d'une partie de la population, ou d'une proportion, qui a un niveau au-dessous du niveau universitaire et qui représente 4/7. Et alors, le tirage d'une boule est remplacé par le tirage d'un individu dans cette population de manière au hasard, et que finalement, nous nous intéressons aux chances que cet individu soit dans la première partie, c'est-à-dire les gens qui ont un niveau d'instruction supérieur au moins du baccalauréat, donc universitaire, ou inférieur à un niveau universitaire qui est de 4/7. Donc cet exemple-là, il peut être généralisé de manière très évidente et facile. Puisque de toutes les façons, ce qui importe, c'est la proportion 3/7 et 4/7, et non pas finalement l'urne en elle-même.
cet exemple, comme je l'ai dit, peut être généralisé au cas où on observe une caractéristique, une maladie, sur un individu. Voilà un deuxième exemple, dans une population dont la proportion des individus ayant en commun cette caractéristique est P. Donc, tout à l'heure, j'avais parlé de l'exemple d'une population qui a une structure, c'est-à-dire la structure était basée sur le niveau d'instruction, et nous supposons que la proportion était connue, donc 3/7 pour la première sous-population d'instruits d'au moins un niveau universitaire, et 4/7 d'une population qui a un niveau d'instruction inférieur. Et donc nous avions vu que pour adopter un modèle adapté à cette nouvelle population, on pourra réutiliser le modèle que nous avions déjà vu. Mais là, nous nous intéressons plutôt à une autre caractéristique, ce n'est pas le niveau d'instruction, mais c'est plutôt une certaine maladie. Et alors, il faut quand même différencier parce que je crois que si on utilise les mêmes proportions dans ce contexte, on serait en train d'exagérer, parce que dire que dans une population, les 3/7 sont atteints par une certaine maladie, alors là, je crois que c'est plutôt l'épidémie, et ça ne nous intéresse pas. Ce qu'on espère généralement, c'est que quand une maladie se déclare dans une population, elle reste dans des proportions assez limitées. Et alors, dans cet exemple, nous ne donnons pas de valeur pour cette proportion, nous l'appelons tout simplement un petit p. Qui, si vous voulez, tout à l'heure, pour l'autre population où la caractéristique n'était pas la maladie, on l'avait déjà spécifié et nous avions dit qu'il pourrait être 3/7. Alors, comme je viens de le dire, la proportion P des malades dans cette population est en général inconnue. Et d'ailleurs, un problème en statistique peut justement être investir ce paramètre P. Et alors, nous obtenons le modèle suivant. Donc là, nous n'avons que deux possibilités pour un individu pris au hasard dans cette population. Soit qu'il est malade, soit qu'il ne l'est pas. Et alors, la probabilité qu'il soit malade, c'est P, et la probabilité qu'il ne le soit pas, c'est 1 moins P. Donc, finalement, ce P-là, qui caractérise la probabilité d'être malade, c'est tout simplement la proportion théorique que nous n'avons pas encore déterminée des gens malades dans cette population. Et il est normal que si on prend un individu au hasard dans cette population, les chances qu'il soit malade soient P. Prenons un exemple pour qu'on puisse comprendre mieux. Si, disons, supposons, bien que ce n'est pas réaliste, 50% de la population est atteinte par cette maladie. Bien évidemment, quand on prend un individu au hasard, nous avons autant de chances qu'il soit malade et qu'il ne le soit pas, ce qui fait que le P serait 1,5 et le 1 moins P serait aussi 1,5. Même chose, si on a un tiers de malades, en prenant un individu au hasard dans cette population, les chances qu'il soit malade, c'est 1 tiers, et les chances qu'il soit non malade, c'est 1 moins 1 tiers, ça veut dire 2 tiers. Donc finalement, la probabilité, c'est en fait la proportion des malades dans cette population. Alors, pour ce dernier exemple, le modèle, donc la distribution, est connue à une constante près que nous avions appelée P. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce modèle est connu à une constante près? Ça veut dire que dès qu'on connaîtra cette valeur, on aura une connaissance parfaite de ce modèle. Parce qu'après tout, pour ce modèle, nous n'avons que deux possibilités. Donc, la deuxième ligne ne contient que deux valeurs, P1 moins P, qui sont parfaitement connues une fois que P est connu. Mais, malheureusement, dans pas mal de problèmes, disons, statistiques, le P ne serait pas connu, parce que sinon, il n'y aura pas à traiter ce problème de manière statistique. Et comme je l'avais déjà dit auparavant, c'est justement l'investigation de ce P, une idée sur sa valeur, et éventuellement
quelques hypothèses, comme nous allons le voir plus tard, constitueraient un problème en statistique que nous verrons plus tard. Donc, à ce niveau-là, nous pouvons dire que nous n'avons pas donné exactement la distribution, mais on peut dire qu'elle fait partie d'une famille de distribution associée aux différentes valeurs de P dans 0,1. Bon, il est normal que, bien que P est inconnu, il est dans 0,1. D'abord, il est entre 0 et 1, tout simplement parce que c'est une proportion, et toute proportion entre 0 et 1. De cet intervalle, on exclut quand même les deux valeurs extrêmes, 0 et 1. Donc, on le prend ouvert des deux côtés. Pourquoi? Parce que si P est égal à 0, ça veut dire que personne n'est malade dans cette population, et alors, il n'y a pas de problème. Il n'y a rien à faire. L'autre cas extrême, si P est égal à 1. Alors, si P est égal à 1, ça veut dire que 100% de la population est malade. Et je crois que c'est une situation un petit peu irréaliste. Donc, si vous voulez, les modèles que nous sommes en train de traiter ici, je n'ai pas voulu qu'ils soient des modèles mathématiques purement, mais plutôt des modèles qui s'apprêtent à être utilisés dans la pratique et donc à rester réalistes et applicables pour des véritables données. Donc, à ce stade, comme je l'ai dit, nous n'avons pas une distribution. Donc, tous les calculs se feront en fonction de P. Et donc, toutes les probabilités que nous pouvons calculer à partir de ce modèle dépendraient de P et resteraient inconnues jusqu'à ce qu'on détermine cette valeur de P. Et ceci, nous allons le voir, fera l'objet d'une investigation qu'on verra plus tard. Donc, dans la recherche d'un modèle de probabilité pour des données, nous n'avons pas toujours une distribution exacte qui est connue. Mais si on peut arriver déjà à cerner ces distributions et qu'elles restent dépendantes d'un ou deux paramètres inconnus, dont on se donnera les moyens plus tard de les déterminer, je crois qu'on a déjà fait plus que la moitié du chemin. Donc, pour l'exemple, je répète, nous sommes plutôt dans une famille de distribution et nous ne sommes pas arrivés à avoir une distribution exacte pour déterminer P. Et je crois que si on aurait pu le faire, mais ça serait plutôt théorique et non pas réaliste, parce qu'après tout, c'est toujours le P qu'on désire connaître dans ce problème. Alors, je crois que dans ce chapitre, je suis passé un petit peu rapidement sur les modèles empiriques. Tout simplement parce que, avec ces modèles empiriques, on n'a pas exactement le modèle, mais on approche les probabilités en faisant tendre l'effectif total, en le rendant de plus en plus grand. Maintenant, une fois qu'on a adopté un modèle de probabilité a priori, en se basant sur différentes raisons que j'ai évoquées dans ces différents exemples, nous pouvons maintenant revenir aux données et vérifier ce modèle. Donc nous pouvons revenir aux données et vérifier ce modèle en voyant un petit peu, avec un nombre d'observations assez grand, est-ce que nos fréquences relatives approchent les valeurs théoriques que nous avions attribuées comme probabilité des événements élémentaires ou non. Alors, ceci peut soit nous rassurer, soit mettre en doute le modèle a priori que nous avons adopté. Les choses ne vont pas s'arrêter là. Plus tard, quand ce cours va progresser, nous allons nous donner les moyens de vérifier théoriquement si le modèle a priori que nous avions adopté est correct ou si il ne l'est pas. Et je m'arrête là.